RTK Query, c'est une des deux solutions populaires pour créer des interfaces front-end modernes, c'est-à-dire avec du caching, de la limitation de requêtes, ou pour faire par exemple de l'optimistic UI et donner cette impression de fluidité sur l'interface pour les utilisateurs. La deuxième solution, tu la connais peut-être, s'appelle React Query, c'est le deuxième framework populaire. Dans cette vidéo, je voulais faire non pas un tutoriel sur RTK Query, mais faire un guide, parler des choses essentielles à savoir sur RTK Query, comment ça fonctionne, c'est quoi les principes à comprendre, puisque c'est un petit peu complexe à comprendre RTK Query quand tu le découvres. Après, ensuite, c'est facile d'utilisation, mais au début, c'est un peu difficile à comprendre. Donc, je voulais faire un guide, non pas un tutoriel, on va pas coder les choses de zéro, caractère après caractère à l'écran, faire un guide sur les choses essentielles et aussi les trucs cool qu'on retrouve dans RTK Query. Qu'est-ce qu'il y a de cool dans ce framework? C'est un framework que je connais plutôt bien, je l'ai creusé à 70%, voilà, j'ai un peu fouillé. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est que je vais te parler de comment on l'utilise sur des petits projets, par exemple si tu travailles sur un petit projet de SaaS, voilà, pour essayer de gagner de l'argent, ou sur des petits projets de manière globale, et je te parlais aussi de comment on s'en sert en situation en réel, c'est-à-dire que ce que je veux dire par situation réelle, projet en entreprise par exemple, où tu n'as pas les mêmes besoins que sur des petits projets, tu as des besoins de modularité du code, de maintenabilité. Si par exemple si tu es en clean architecture ou en architecture hexagonale, tu vas devoir faire attention comment tu découpes ton code. Par exemple, tu ne vas pas utiliser la possibilité de fetching de base de RTK, puisqu'en fait tu te retrouverais avec du code couplé. Donc je vais te parler de qu'est-ce que tu devrais utiliser à la place. Tu as tout dans RTK qui te permet de créer du code modulaire, flexible, maintenable. Et donc voilà, je vais te parler de ça dans cette vidéo. C'est ça l'objectif, à la fois s'en servir sur des petits projets et aussi des projets en situation réelle. Et aussi, avant de plonger dans la vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Sur cette chaîne, je parle de comment développer sa bankabilité de développeur, comment devenir un développeur plus bankable, que ce soit en salarié, en freelance. Moi, j'ai été freelance pendant 5 ans, l'année dernière, pas trop en 2023, mais c'est un sujet que je parle beaucoup sur cette chaîne. Si tu es intéressé par tout ça, globalement, comment tirer son épingle du jeu, devenir un meilleur développeur et tirer son épingle du jeu, je parle de ça sur cette chaîne, donc je t'invite à t'abonner. Sans plus attendre, c'est parti, voyons ce guide sur RTK Query. Ok, alors on va déjà voir comment fonctionne RTK vraiment au niveau basique. Voilà, c'est-à-dire comment tu mets en place le cache et comment tu fais pour l'invalider, puisque en fait c'est le gros concept. Donc en fait, je vais te montrer un exemple de tirer de la doc, un exemple d'application tirée de la doc. C'est une petite application pour créer des posts. Je te montre ça, c'est tiré de la doc RTK. Donc en fait, petite application basique qui récupère des posts, on peut en ajouter ici. On a une mutation pour en ajouter. Avant, c'était un query. Là, on peut voir un post en particulier selon un ID. Là, on peut updater un post et là, on peut delete un post. Donc cet exemple, ça va nous permettre de voir au niveau basique comment ça fonctionne RTK. Et donc comment c'est fichu côté browser. En fait, c'est une petite application toute simple là ici. Tu peux ajouter des posts, tu peux faire add post, tu peux ensuite en éditer un si tu veux. Hop, edit, on change le title, tac, on update. Et voilà, c'est un truc tout basique. Et puis il y a même, en fait, dans l'exemple de la doc RTK, il y avait même d'autres exemples en haut. Il y avait un exemple pour le timer avec un counter. Voilà, il y a une petite navigation en haut pour changer d'exemple. Donc on va voir en fait comment ça fonctionne au niveau basique. Donc en fait, dans RTK, pour créer ce qu'on pourrait appeler des cas métiers RTK Query, on pourrait appeler ça comme ça en fait, on va utiliser le create API ici, j'ai importé en haut. Et ensuite, donc on va renseigner la base query URL, en fait, l'URL de route pour fetcher, en fait, le endpoint, quoi. Et ensuite, on va avoir différents endpoints à l'intérieur. En fait, on va avoir ce qu'on pourrait appeler nos cas métiers, mais bon, là, il n'y a pas de logique complexe, c'est juste du fetching de data basique. Mais on pourrait créer de la logique métier complexe avec RTK, c'est tout à fait adapté à ça. Et donc, en fait, pour le get post, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, tu vas utiliser le query, là, cette petite fonction ici, qui te permet de fetcher ça, c'est le fetch standard de RTK. Donc ensuite, on renseigne le nom du endpoint, donc l'URL, c'est post ici, et ça va fetcher la data. En fait, ça, c'est le fetch standard qui est intégré à RTK. On va voir par la suite que c'est pas forcément ce que tu veux utiliser, même c'est pas ce que tu veux utiliser quand tu es en clean architecture. Tu veux découpler le code, tu vas avoir tes fetch qui sont découplés de l'info, parce que là, en fait, ils sont couplés à ce qu'on pourrait appeler la couche domaine, donc. Et donc, c'est pas ce que tu veux. On verra qu'il y a une autre possibilité dans RTK. Par exemple, si tu es sur Apollo GraphQL, par exemple, tu veux des fetch Apollo GraphQL, tu veux pas passer par ce query. Donc, je t'expliquerai ça après, en fait. Ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'une fois que tu as récupéré la data, tu vas devoir provide les tags. C'est-à-dire qu'il va falloir définir les entrées du cache. C'est pas fait automatiquement. Enfin, si tu laisses en mode automatique, en fait, tu peux laisser ce qu'ils appellent en mode automatique sur la doc, mais enfin, grosso modo, en fait, ça déclenche des requêtes tout le temps, en fait, quoi. C'est comme si tu n'avais pas de cache, quoi. Voilà, enfin, s'il y en a un, mais en fait, il sert à rien, quoi. Donc, le provide tag, c'est ce qui va nous permettre de définir les entrées. Là, on va récupérer un array de posts avec des objets dedans des posts, et en fait, on va définir un ID pour chaque
chaque entrée de poste en fait, ce qui te permettra de les repérer dans le cache et ensuite, par exemple, de déléter un ID en particulier, un poste en particulier, ou alors de mettre un jour un poste en particulier. Donc en fait, comment tu fais? Tu récupères, en fait, il faut récupérer le résultat et ensuite, en fait, il va falloir définir le type d'entrée du cache. En fait, là, c'est post ici, et ensuite, on lui attribue l'ID. En fait, l'ID qui était dans le résultat, en fait, quoi. Et alors, du coup, le truc à savoir, en fait, c'est que pour attribuer des types de tags, si tu vois, on a un type de tag post, il va falloir mettre les tag types en haut sur le create API là. Si on enlève les tag types en haut, la définition des tag types, hop, eh ben on n'a plus accès au provide tag, tu vois, on appelle ça en rouge, on n'a plus accès. Donc d'abord, il faut définir les tag types, les entrées du cache pour ce create API avant de pouvoir utiliser le provide tag. Donc voilà, ça c'est comment on provide des tags. Ensuite, comment tu fais pour effacer? Quand on efface, on va avoir le delete post. Quand on efface, en fait, on va faire un invalidate tag en fait. C'est-à-dire que là, il y a un query qui se déclenche, ça efface, il y a une méthode delete. Ensuite, on va faire un invalidate tag et on va effacer un post en particulier. Donc, on va spécifier d'abord le type de tag et l'ID en particulier qu'on veut effacer, ce qui va faire que ça va déclencher un refetch. Ça va déclencher un refetch ici sur ce post, sur le get post ici. Alors, le truc à comprendre dans RTK, c'est qu'en fait, tu as la séparation des queries et des mutations et chaque query aussi ou chaque mutation a sa propre entrée dans le cache. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, tu vois, en fait, ici, par exemple, sur le get post au singulier, on veut afficher un post en particulier. On fait un provide tag ici, avec de type post au pluriel. On pourrait penser que ça va se retrouver dans la même entrée qu'ici, là, en fait. Tu vois, ici, c'est pareil, il y avait des types post. On pourrait penser que ça serait en même temps. Sauf qu'en fait, ça va pas être le cas. En fait, chaque entrée, chaque query, là, ici, va avoir ses propres entrées de cache, malgré qu'ils aient le même tag type, en fait, post. C'est-à-dire, pour aller plus loin, donc, ça veut dire que quand on fait un delete ici, qu'on delete un ID en particulier, si ce post qu'on veut déléter, il était à la fois ici et là, ça va déclencher le refetch sur les deux queries, en fait, ça va faire un refetch sur la base de données ou sur l'API. Voilà, donc ça c'est un truc à comprendre avec RTK, chaque query a son entrée, chaque mutation a son entrée. Donc le create, voilà, donc ça c'est la base. Donc voilà, ça c'est la base de RTK en fait. Juste avec ça déjà, tu pourrais te débrouiller en fait en réalité. Maintenant en fait, tu peux utiliser aussi, t'as pas seulement le create API, tu peux utiliser quand tu veux créer un truc plus maintenable. Parce que là en fait, tu vois sur cet exemple d'application, en fait, il y a plein de create API qui sont utilisés. Il y en a plusieurs, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils sont connectés, alors je te montre où c'est connecté au store ici. À chaque fois ils sont connectés ici. Ensuite, alors là ça c'est du Redux en dessous le polling et le hot c'est du Redux. Et ensuite, avec RTK, là, les API, il faut les connecter au middleware ensuite. C'est un truc particulier avec RTK. Tu vois, il y a un truc en plus à faire avec RTK par rapport à Redux, c'est qu'il faut les concaténer au dépôt middleware. Ça, faut l'ajouter ici, le dépôt middleware, et il faut les concaténer. Donc, en fait, là, tu vois, le problème, c'est bon, ça va, c'est une petite application, mais sur une grosse application, quand tu as beaucoup de endpoints, à chaque fois que tu vas créer un nouveau create API, là, ça va recréer plein de fonctions en mémoire en fait. Là, on va regarder ensuite ce qu'il y a dans le create API, mais ça crée plein de fonctions que tu peux déclencher, tu peux utiliser. Et donc, si tu as plein de endpoints, ça crée plein de trucs en mémoire. Donc, ce qu'il faut utiliser, il y a deux possibilités. En fait, tu peux utiliser le inject API et tu peux utiliser aussi le enhance API avec RTK. C'est les trois choses possibles. Create API, enhance endpoint API et inject endpoint API. Ce qui fait que tu peux en fait créer quelque chose de plus maintenable. Et comme ils disent dans la doc, ça permet d'avoir, c'est very beneficial, c'est ce qu'ils disent dans la doc. Ça permet de réduire la taille du bundle déjà, et ça permet aussi de ne pas avoir toutes ces fonctions qui vont être dupliquées, c'est les mêmes identiques qui vont être dupliquées en mémoire, et donc quand tu as une grosse application, ça impacte quoi. Donc en fait, je vais le faire là. En fait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait créer juste un create API ici, un base API qui serait commun à tous. On spécifie une fois pour toutes tous les tags types qu'on veut utiliser sur notre application. Donc là, c'est post, time, counter. On spécifie une seule fois le base query. On spécifie un reducer path. Et ensuite, sur le post API, ici par exemple, on peut faire un truc beaucoup plus simple. On peut faire inject endpoint comme ça ici. Du coup, les trois lignes, reducer path, base query, tag type, je peux le virer. Tac, c'est beaucoup plus simple. Times, je peux faire pareil. API, inject endpoint. Tac. Et sur le post ici au singulier, je peux faire pareil du coup aussi. Tac, et tac. Et le counter pareil. Tac, tac. Alors du coup ensuite j'ai juste une API à connecter au store, c'est beaucoup plus simple.
Au lieu d'en avoir 3 ici, bah, j'en ai plus qu'une seule. Tac, API. Bon, j'ai déjà importé la dépendance en haut, elle était là, elle était prête. Tac, API. Et du coup, en fait, on se retrouve avec une application qui est plus facile à maintenir. Alors, quand tu as 2-3 endpoints, c'est pas très gênant, enfin, c'est pas très important de faire ça. Ça va pas forcément avoir un impact massif, mais quand tu as beaucoup de endpoints, bah, il faut utiliser le inject API. Et le Renance API, on l'a pas vu, bah, il est ici, il y a un exemple ici, en fait, dans ce base API, dans ce fichier base API, il y avait un exemple tiré de la doc, en fait. Ça permet de remplacer, enfin, pas de remplacer, en fait, comme ce nom on l'indique, ça permet d'améliorer un endpoint qui était déjà existant. Donc, en l'occurrence, là, on a fait un Renance API sur le get post, on a remplacé par test. Alors en fait, ça c'est tiré de l'exemple de la doc, mais je crois que quand tu fais juste test comme ça, en fait, du coup ça va fetcher sur l'URL test, en fait, je crois que c'est ça. Donc en fait, du coup ça va annuler en fait celui qui était avant ici là. Voilà, ça va annuler le get post en fait qui faisait un provide tag et puis ça va le remplacer. Alors, du coup en fait, ça va faire un remplacement. Voilà, donc ça c'est la fonctionnalité de base de RTK pour faire du fetching. Donc utiliser le provide tag, il faut définir les tag types et un validate tag pour invalider, déclencher un refetch. Tant que tu n'as pas fait un invalidate tag, il n'y a pas de refetch qui s'exécute sur l'API, sur la base de données. Comment tu fais pour déclencher un endpoint, un query ou une mutation sur RTK? En fait, là je te montre dans la doc, il faut faire, en fait, il faut passer par le dispatch, tu récupères l'API, tu vas dans les entrées endpoint, tu choisis ton query ou ta mutation que tu veux déclencher, donc en l'occurrence c'est add post ici dans l'exemple de la doc, et il faut taper initiate. C'est comme ça que tu déclenches un query ou une mutation. Donc en l'occurrence là ils ont mis un argument, ils ont mis un nouveau post, parce qu'en fait c'est la mutation c'est add post, donc ils ajoutent un post en base de données. Donc voilà comment tu fais initiate. Alors l'autre truc à comprendre avec RTK Query, c'est comme je t'expliquais, ça fonctionne sur le principe de query et de mutation. Et là, je voudrais te montrer un truc, où c'est qu'on récupère justement les queries par exemple, où c'est qu'on récupère la data dans RTK. Bah, en fait, je vais te prendre, on va avoir un exemple par rapport au code en fait. Donc en fait, si je vais par exemple dans le composant post qui permet d'afficher les posts, et que je fais, justement, je vais faire un console.log ici que j'ai inscrit sur le handle change, ce qui va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce post API en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup de fonctions. Est-ce que la data est ici? On va voir ça. Ça permettra de comprendre en fait comment ça fonctionne justement RTK. Donc tu vois, si je vais sur l'application post, que je vous la console, je change le titre, je vais mettre B par exemple, ce qui va déclencher un console.log. Qu'est-ce qu'il a affiché le post API? En fait, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve plein de fonctions comme je t'avais expliqué. Voilà l'intérêt d'utiliser le inject endpoint quand tu as beaucoup de endpoints, parce que sinon toutes ces fonctions, elles sont recréées en mémoire et aussi dans le bundle. Et donc du coup, ça permet de faire des économies quand même. Donc du coup, on va retrouver plein de fonctions qui sont. Alors là, je crois qu'il y a des hooks. Enfin, je suis sûr, mais en fait, il y a des hooks React qui sont aussi installés là-dessus. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses. Dans les utiles, on va retrouver toutes les fonctions qui permettent de faire d'ajouter dans le cache, de mettre à jour le cache, de invalider le cache. Tu vois, tu as même le invalidate tag qui est dupliqué ici. En fait, tu peux le déclencher d'ici aussi. Tu as aussi le patch du cache, en fait, quand tu veux juste changer un objet, juste muter le cache, en fait, pas le remplacer en entier. Et en fait, dans endpoint, on pourrait penser que notre data est là, en fait. On pourrait se dire, tu pourrais te dire, la data, elle est ici. En fait, non, elle n'est pas ici. Si on va dans le get post, par exemple, ici, au pluriel, on voit que notre data, elle n'est pas là, en fait. En fait, tout ça, ce sont juste des fonctions, là, le inject endpoint ou le create API. Donc on retrouve le initiate pour déclencher le use case, on retrouve le match rejected pending fulfilled, c'est quand tu veux faire du conditionnel, ça en fait. Ça permet, voilà, quand tu veux faire du conditionnel pour checker si la promesse elle est pending fulfilled rejected. Tu as là justement, ça c'est des React hooks en dessous là, les 6 derniers, c'est ce qui permet de récupérer la data. Le select c'est pour récupérer la data. Voilà, donc en fait la data, on pourrait penser qu'elle est ici, mais en fait elle n'est pas là. Je vais te montrer où c'est qu'on la trouve. Donc si je retourne dans le code, et que je fais non pas un post API, un console log du post API, mais un console log du store en fait. C'est le store, c'est là qui est la data en fait. Store, et dans Redux, c'est get state pour récupérer la data. C'est pareil sur Redux que sur RTK, c'est la même fonction. Donc en fait, je vais faire un console.log de ce get state. Donc je retourne sur l'application pour qu'on voit ce console.log s'afficher. Je change le titre, ça déclenche le handle change, je tape D. Et on voit apparaître notre console.log du state. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve les entrées du store qu'on a configuré, c'est-à-dire off, polling et split API. Split API, c'est notre combinaison qu'on a créé juste avant. Là, en fait, si je retourne dans le code, on a notre base API ici qui avait comme nom de reducer path split API. Donc, en fait, on a toute la connexion des API, counter, post, timer, tout ça qui se retrouve dans ce split API. Donc si je retourne sur le browser,
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce split API? Eh ben, en fait, on retrouve, comme je t'ai expliqué, le concept de query et de mutation. Et notre data, elle est ici, en fait, dans le query ici. En l'occurrence, il y a un get post qui a été déclenché ici avec l'ID 1, parce que, en fait, pour récupérer l'ID 1, parce qu'en fait, je l'ai déclenché juste avant, on l'a pas vu là, à l'écran. Mais il a été déclenché. Le get post, il a eu comme argument undefined parce qu'il n'y a pas d'argument à passer. Et notre data, il est ici, en fait. On retrouve notre data ici, et chaque query a sa data, quoi. Donc, et on voit qu'on peut, il y a d'autres choses à l'intérieur, il y a l'état du query, fulfilled, pending, rejected, il y a même le timestamp, quand c'est qu'il a été déclenché, et voilà. Et en fait, tu vois, ça c'est comme c'est RTK, tu vois, en fait, il y a le provided aussi, query, mutation, provided, config, et là, au-dessus, c'est du Redux. Et on va voir la différence, en fait. Redux, si tu as déjà travaillé sur Redux, tu vois, tu configures juste les entrées que tu veux, là, en l'occurrence, c'est app, et dedans, tu as marqué counter, timer post, en fait, il y a un truc comme ça qui a été fait pour le polling, là, c'est sur Redux, ça. Tu vois, c'est quand même assez différent. Sur Redux, tu n'as pas ce concept de query et de mutation. Donc ça, c'est un truc à comprendre sur RTK. Tu as le concept de query de mutation. Chaque query a son cache. Tu invalides, quand tu veux invalider les queries, tu invalides qu'il était à deux endroits, le post que tu veux invalider, sur deux queries différents. Ça va déclencher le refetch sur les deux queries. Voilà, donc ça à comprendre, principe à comprendre de base sur RTK, principe de query de mutation. Autre fonctionnalité majeure de RTK Query, c'est l'Optimistic Update, aussi appelé Optimistic UI, ce qui va te permettre en fait d'afficher à l'écran les résultats sur ton interface avant même que la requête ait été déclenchée, avant même d'avoir le résultat true ou false, quoi, succès ou échec. Alors côté code, à quoi ça ressemble? Donc je te montre ça, c'est pas un tutoriel, donc comme je t'ai expliqué, c'est un guide, on va pas coder ça. En fait, là, il y a un exemple tiré de la doc. Je te montre l'exemple tiré de la doc. En fait, à un moment, il y a un update. Alors, tu vas faire ça sur un update ou un delete, par exemple. Voilà, c'est là que tu vas le placer. Évidemment, tu vas pas pouvoir placer de l'optimistic UI partout. Mais sur un update, c'est approprié. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un query. Ça déclenche le patch sur la base de données ou sur l'API. Et ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est le onQueryStarted ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette fonction ici, là, qui permet en fait de faire un update du cache. On choisit quel query on veut updater. Donc, tu vois, c'est toujours le même principe d'updater des queries en particulier. C'est là, on update la data, mais on update des queries. C'est pas une entrée de la data. L'entrée, c'est un query. Et donc, en fait, on fait un update ici. On remplace la data. Apparemment, ici, c'est ce qui se passe. Et après, ce qu'on fait ici, c'est un try catch. On dit, voilà, si le query est fulfilled, alors le résultat va rester comme il était. Voilà, on a fait la modification, ça reste tel quel. Et s'il y a une erreur, on fait catch. Donc, elle va être passée dans le catch. Ah ben, on prend le résultat, là, en fait, il y a une variable qui a été créée pour le patch result, et on fait undo, voilà, tout simplement, et du coup, ça va remettre l'état d'avant, quoi. Donc, chose base, voilà, donc, c'est pas plus compliqué que ça pour faire de l'optimistic update sur RTK Query. Alors, tu peux utiliser le update query data. Alors, tu as trois choses possibles, tu as le update query data, tu as le insert query data, et tu as le patch query data. Le insert query data, c'est quand tu veux ajouter une entrée au cache qui n'existait pas. Le update query data, c'est quand tu veux remplacer l'objet entier du cache de la data, enfin de l'entrée que tu veux remplacer, du query en fait, entier. Et le patch query data, lui par contre, il va juste faire une mutation en fait. Il va juste remplacer, il va juste ajouter ou changer juste l'entrée que tu veux changer en fait. Ça va pas changer l'objet entier. Donc voilà, tu as tout. Upsert query data, update query data et patch query data que tu peux utiliser. C'est tout en fait. Il n'y a que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, sur RTK, il y a aussi ce qu'ils appellent le pessimistic update. Dans la doc, c'est appelé comme ça. Qu'est-ce que c'est le pessimistic update? Alors là, franchement, c'est un terme un peu marketing, puisqu'en fait, pessimistic update, c'est tout simplement faire une update à l'ancienne, quoi. Enfin, sans update, sans optimistic update. C'est-à-dire qu'on attend la réponse du serveur, true ou false, pour faire le changement sur l'interface, pour que le changement soit visible à l'écran, quoi. Donc en fait, ils appellent ça pessimistic update, mais en réalité, c'est juste une update standard, quoi. Mais malgré tout, dans la doc, quand même, il faut utiliser aussi le onQueryStarted et updater le cache comme ils font ici, en fait. Donc il n'y a pas dans le cache, il n'y a rien parce qu'en fait, il n'y a pas de, en fait, il n'y aura pas d'undo qui sera fait, quoi. C'est pour ça. Et du coup, on utilise la même fonction, c'est pareil, update query data et le onQueryStarted. Voilà, en fait, il n'y a que ça à comprendre au sujet de l'optimistic update et du pessimistic update. Pessimistic update, c'est un peu un terme marketing en réalité. C'est pour faire, voilà, c'est l'état standard en fait, quand on attend la réponse du serveur true ou false, succès ou échec. Alors ensuite, comment tu récupères la data dans ton application avec RTK? On a vu qu'on déclenchait les queries, les mutations. Comment tu récupères la data dans tes composants? Ah bah en fait, dans RTK, tu peux utiliser
tu as deux possibilités en fait. Soit tu peux utiliser les React Hooks, il y a des hooks qui sont disponibles dans RTK qui ont été prévus, tu peux utiliser sur React, ça ne fonctionne que sur React, ça n'existe pas pour Vue, pour Svelte ou Angular, c'est juste pour React. Ou alors tu as la solution sans React Hook et c'est ce qu'on va voir en fait. Donc tu vois dans la doc en fait, tu as la solution avec les hooks React. Et justement dans l'exemple de l'application qu'on va revoir, c'est ce qu'ils utilisent en fait, ils utilisent la dépendance avec React. Tu as deux dépendances possibles en fait. Soit tu utilises la dépendance avec React, qui te permet d'avoir les React Hooks que tu peux utiliser. C'est celle-ci là. Tu fais Redux Toolkit Query / React, ce qui te permet d'avoir accès aux hooks. Sinon, tu enlèves cette dépendance en dessous, derrière React, ce qui en fait te donne la version de RTK sans les hooks React. Et en fait, ces hooks, ce sont des hooks ici. En fait, tu vois, tu as use query, use mutation, use query state, tu as use prefetch. Donc voilà, le prefetch, j'en ai parlé avant. En fait, c'est quand tu veux faire prefetcher quand il y a une action à l'écran. En fait, quand l'utilisateur fait un ouvert sur la navigation, par exemple. Le use query, c'est là que tu vas récupérer la data. En fait, le use query, c'est ce qui permet de récupérer la data. Et tu vois, tu peux récupérer. Ça revient à faire ceci en fait, ce qu'ils ont marqué au-dessus en fait, API, endpoint, nom du query, use query, data. Voilà, tu récupères la data comme ça. Et en fait, dans RTK, ce qu'il y a bien dans RTK, c'est que je vais te montrer par rapport aussi à l'exemple du code là, de l'application, c'est qu'en fait, tu peux récupérer tous les états d'erreur, isLoading en fait, tous ces états isLoading pour afficher un spinner en fait. Voilà, quand la data charge true, false, chose que tu devrais créer toi-même sur Redux, sur RTK. Tout ça, c'est intégré d'office en fait quoi. Et tu vois dans l'exemple de l'application que je te montre de Post là, justement c'est ce qu'ils utilisent en fait. Ils récupèrent la data et l'état isLoading avec un hook React. Ils ont mis la dépendance React en haut. En fait ça allait ajouter ailleurs la dépendance. Et en fait ça t'évite. Tu peux récupérer l'état isLoading d'office en fait. Pareil, les messages d'erreur en fait, tous les messages d'erreur des fetch, ils vont remonter automatiquement. Tu peux les récupérer automatiquement en fait dans les hooks. Tu vois, si je fais un console.log, qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait? On va voir tout ce qu'on peut récupérer en fait. Je fais un console.log de ce truc-là, le useget post query là, c'est le hook React, mais bon, si tu utilises pas React, c'est pareil, tu peux récupérer tout ça, tu peux récupérer l'état isLoading, erreur, tout ça, ça y serait. Si je fais un reload, on voit notre console.log qui s'affiche. Et dedans, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur en fait? Tu vois, on retrouve tout ce que je t'ai dit, on retrouve plein de choses. Il y a l'état isLoading, il y a l'état même isFetching en fait, ils différencient les deux. Sur React Query, c'est pareil, l'autre solution, l'autre framework, c'est pareil. Tu as le refetch, tu as une fonction pour faire du refetch directement depuis tes composants. C'est pas forcément conseillé de faire ça si tu es en clean architecture. Tu vas chercher à découpler tes technos et ta dépendance à React Query en fait, à RTK je veux dire. Tu vas te créer un petit fichier présenteur qui découpe ce hook. Tu vas pas l'injecter directement dans le composant. Pour faire une petite pause là-dessus, en fait, sur ça, pourquoi on fait ça? Exemple, tu travailles en projet en situation réelle, tu crées un composant, tu vas pas mettre ton RTK dedans parce que le composant, on peut le faire passer ensuite sur un UIKit par exemple. On peut se dire, tiens, le kit web, on pouvait qu'il soit accessible aussi sur mobile pour React Native. Et dans ce cas-là, tu vas vouloir tu veux pas de dépendance au techno dans tes composants, tu veux pas de dépendance à RTK, tu veux pas de hook qui se trouve à l'intérieur en fait. Donc tu vas découper ça dans un petit fichier présenteur, on appelle ça en clean architecture. Je parle de ça justement dans ma formation clean architecture, je te mets le lien est en description si tu es intéressé. Et donc on retrouve plein de choses à l'intérieur, on retrouve notre data elle est ici en fait, notre data elle est ici. Et il y a l'état e-success, il y a le timestamp aussi, quand c'est qu'a été déclenché le hook, quoi. Plutôt le query, quand c'est qu'a été déclenché le query. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses qui sont disponibles d'office avec RTK, avec Redux, tout ça, ça y est pas, en fait. C'est à toi de le créer, en fait, et donc c'est beaucoup plus long. C'est pour ça qu'à la fin, si tu compares Redux et RTK, Redux, ça crée 50% de code en plus. C'est vraiment mieux d'utiliser RTK. C'est un peu plus complexe à assimiler au début, mais en fait, t'as beaucoup plus de choses disponibles, quoi. Alors, comment tu fais pour récupérer la data si t'es pas sur React, si tu n'utilises pas les React Hooks? Comment tu fais si tu es sur Svelte, Vue, Angular? On va voir ça en fait. Dans la doc, justement, c'est ce qu'ils expliquent. Tu as, ils parlent de l'usage, mais en fait, dans la doc, ici, tu as marqué usage without React Hook. Et si on clique dessus, en fait, ils proposent la solution. En fait, tu passes par ce qu'ils appellent le select. En fait, ici, là, tu vois, tu fais ici cette ligne, tu fais API, non, tu vas dans endpoint, tu choisis ton query, et là, tu vas faire select.
state, ou alors en fait ça peut être si tu récupères un poste en particulier, il va falloir spécifier l'ID en fait là-dedans, et ça te permet de récupérer la data. Alors ensuite, ce qu'ils disent en fait, c'est que si tu déclenches, à chaque fois que tu vas déclencher ce select pour récupérer la data, comme ils disent au-dessus, il y a un message en fait de caution là, ils disent que ça va à chaque fois redéclencher une instance, ça va recréer une instance de ce select avec toute la data à l'intérieur et tout. Donc du coup en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut le mémoriser, ça c'est un point important aussi. Ils disent que et du coup tu vas le mémoriser, ce truc là, ce select, tu vas le mémoriser dans un create selector en fait, ici. Le create selector, c'était la fonction de Redux en fait, je sais pas si tu connais Redux. C'est la fonction que tu utilises sur Redux en fait pour récupérer ta data, en fait pour spécifier les entrées de data que tu veux récupérer, pas récupérer le store entier, tu vas juste te créer les entrées que tu veux récupérer et tu passes donc par le create selector si tu connais Redux et aussi après tu utilises le use selector. Donc en fait il faut faire comme ça, il faut mémoriser ton select si t'es pas sur React pour pas recréer à chaque fois une instance avec toute la data, toutes les fonctions qui sont recréées en mémoire. Donc voilà, c'est un point important à voir sur RTK aussi. Donc voilà comment tu fais. Alors, autre fonctionnalité cool, c'est que tu peux aussi utiliser ta propre solution de fetching avec RTK. Au début, je t'ai montré en fait qu'on peut utiliser la fonction query en fait qui pouvait permettre de fetcher. En fait, c'était le fetch standard intégré RTK. Le truc, la problématique, c'est qu'en fait avec ça, tu te retrouves à fetcher directement dans ce qu'on pourrait appeler tes use cases, donc tes use cases RTK, ta couche domaine en fait, on pourrait appeler ça comme ça. Tu te retrouves avec tes fetch query là, du nom du endpoint, qui sont directement intégrés à RTK. Et bon, sur un petit projet, ça va pas gêner, ça va te permettre de développer rapidement. Tu es sur un petit projet, tu veux développer un SaaS par exemple, petit projet de manière globale, bah tu vas utiliser ça. Par contre, si tu es sur un projet, ce que j'appelle en situation réelle, où il y a besoin de découplage, de maintenabilité, bah tu veux avoir tes fetch qui sont découplés de tes KMT RTK en fait. Imaginons en fait, voilà, tu veux utiliser Apollo GraphQL par exemple, le framework Apollo GraphQL que tu vas connaître peut-être. En fait, du coup, tu vas utiliser la solution de fetch de Apollo et tu veux fetcher depuis. Comment tu fais en fait? C'est ça la question. Comment tu fais? Sur RTK, tu as en fait à disposition une fonction. Je te montre le code en fait. Je vais te montrer le code de ma clean architecture, de ma formation clean architecture en fait. Et dedans, tu peux utiliser une fonction qui s'appelle query-fn en fait dans RTK. La query, c'est le fetch standard de RTK. Tu renseignes le nom du endpoint. Sinon, tu peux utiliser query-fn et ça va te permettre de créer des fetch custom en fait. Tu vas pouvoir utiliser ta propre solution de fetching. Et tu vois là dans ma formation, c'est ce que je fais justement. J'utilise à l'intérieur, je déclenche le query-fn là, et ensuite je vais chercher sur mon repository la gateway, en l'occurrence c'est le get trainings. C'est ça qui va fetcher. Dedans il y a les fetch là, et ça va récupérer. Là, en l'occurrence, ce que je faisais, c'est que je récupérais la data et les erreurs. Je disais s'il y a une erreur, on throw une new error, et sinon ça retournait la data. Donc tu vois là ici justement dans ma clean architecture, j'utilise cette fonction query-fn qui me permet d'utiliser ma propre solution de fetching et du coup j'ai pas de découpage entre l'infra et le domaine, ou les cas métiers on pourrait appeler ça plutôt. Donc du coup c'est plus adapté à un projet où il y a beaucoup de développeurs en fait, il y a plein de technos qui peuvent changer. Tu sais pas toi qui maîtrise la stack, on peut vouloir passer sur Apollo GraphQL, on était sur REST, on veut passer sur Apollo GraphQL, on pouvait être sur RTK éventuellement et vouloir changer, voilà, on peut vouloir passer sur autre chose. Et donc du coup, tu veux utiliser ta propre solution de fetching. Donc RTK te propose, avec query-fn là, de créer tes propres fetch custom, d'utiliser ta propre solution. Et tu vois, c'est pas forcément compliqué à utiliser en plus. Ce qui te permet, voilà, le jour où tu retires RTK par exemple, t'as pas, en fait, tu te retrouves avec une infra que tu as créée en fait. Tu peux le réutiliser. Tu avais une infra que tu avais créée. Si tu avais utilisé le query basique, le fetch standard de RTK, tu n'avais plus d'infra en fait. Si tu retires RTK, tu n'as plus d'infra. Donc du coup, en fait, sur un projet RL, c'était pas du tout adapté en fait. Donc voilà, il faut penser à la maintenabilité, au découplage du code. Et voilà, avec le query-fn, tu peux le faire. Le plus cool, c'est que tu peux faire fonctionner RTK avec Redux. Tu peux faire fonctionner les deux ensemble, quoi. Tu peux faire fonctionner juste Redux tout seul, juste RTK, ou les deux ensemble. Et justement, en fait, dans l'exemple de l'application Post que je te montre, justement, et c'est ce qu'ils font un truc vraiment sympa. Et je voulais te montrer ça. En fait, ils font fonctionner Redux et RTK ensemble, mais d'une manière vraiment intéressante. Et ça va te permettre de comprendre, en fait, la puissance du truc, quoi. Du coup, en fait, tu vois, dans le store, dans la configuration du store, il y a du RTK en haut. Ça, c'est du Redux. Ils ont mis le polling, là, c'est qu'en fait, ça déclenche automatiquement des requêtes il y a un temps, en fait, tous les 3 secondes, tu spécifies le temps, en fait. Tu as les off aussi. Et sur le off, ils font un truc pas mal sur leur notification. C'est pour gérer, en fait, quand tu veux gérer l'état, tu vas mettre en place dans le store un état
is authenticated ou false, en fait, ça te permet de savoir, voilà, quand l'utilisateur est connecté, bah, quand il est connecté, tu vas lui donner l'accès à toutes les autres pages du site et pas seulement à la page login, en fait. Comment tu gères ça, en fait? Et eux, ils le gèrent d'une manière vraiment sympa. En fait, ce off, là, comme je te dis, ça, c'est du Redux. C'est un slice qui est ici, là. Et en fait, pour faire créer les slices, ça s'appelle comme ça sur Redux, tu utilises le create slice, ça te permet de créer ce qu'on peut appeler des cas métiers Redux cette fois, pas RTK mais Redux. Et en fait, ça va te permettre, avec le extra reducer, de définir quand un endpoint est déclenché, tu vas pouvoir, voilà, quand il est fulfilled, tu peux même en fait gérer l'état fulfilled, pending, rejected. C'est ce qu'ils font avec le match rejected, match fulfilled et match pending ici, de l'entrée post API. Ils vont checker en fait, ils vont dire voilà, quand le post API login est déclenché, il est fulfilled, ils vont mettre un état is authenticated true dans le store, et ils le font de manière vachement simple, parce qu'en fait ça sur RTK ça aurait été plus compliqué à mettre en place. Tu vas voir en fait que tu te retrouves juste avec une entrée dans le state, dans le store qui est voilà, qui est toute seule, avec pas query, mutation, etc. En fait c'est beaucoup plus simple à gérer. Ils l'ont géré de manière vachement simple. En fait ce qu'ils disent, voilà, quand le post API il est fulfilled, donc en fait, si je retourne sur le post API, tu as le login ici, ça correspondait à un bouton en fait, c'était un bouton dans l'application, tu cliquais dessus, ça faisait login. Et quand c'est fulfilled, hop, ils mettent is authenticated true, ils affichent le token aussi, et ils mettent aussi le user à l'intérieur. Et en fait, si on va sur l'application, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur en fait du store, en fait, à quoi ça correspond, pourquoi c'est si intéressant de l'avoir géré comme ça. Là en fait, j'ai remis le console.log du store getState sur le handle change du title. Et si je retourne sur l'application, on va voir toute classe affichée, ce console.log. Donc si je fais un reload, que je tape A comme title, on va voir le console.log s'afficher, on va voir, voilà, notre entrée off, elle est ici en fait, et on retrouve notre, alors is authenticated, c'est sur false parce que j'ai pas cliqué sur le bouton justement. Si je clique sur le bouton, ça va passer sur true. Non, ça crée une erreur parce qu'en fait, il faut cliquer 2 fois en fait. Je crois qu'il y a une erreur sur leur application là. Il faut cliquer 2 fois. Alors je reclique sur, je remets un title D, là, ça redéclenche la console.log, et dans le off, c'est passé sur true, tu vois, ils l'ont géré de manière vachement facile. Tu as une entrée off, avec juste dedans is authenticated, token et user, alors que si on l'avait géré par RTK, en fait, ah ben, il y aurait eu, en fait, ça serait retrouvé comme ici, comme dans Split API, avec query, mutation, ça aurait été hyper pénible à récupérer. Et du coup, en fait, eux, ils le gèrent de manière vachement facile, en fait. Tu vois, tu as juste off, là, tu as tes trois entrées, avec le token user is authenticated, et c'est vachement simple à récupérer. Donc du coup, voilà, tu peux faire fonctionner Redux avec RTK ensemble, et non seulement tu peux les faire fonctionner ensemble, mais en plus tu vas pouvoir, avec Redux, checker soit des endpoints déclenchés de Redux, mais aussi de RTK. C'est exactement ce qu'ils font ici. Ils checkent le endpoint post-API login qui est dans RTK, et ce qui permet en fait de l'afficher facilement en fait dans le store Redux, quoi. Donc voilà, autre fonctionnalité cool avec ce framework RTK, tu peux faire fonctionner RTK et Redux ensemble les deux, et eux ils le gèrent d'une manière vraiment intéressante sur cet exemple d'application. Voilà, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité top sur ce framework. Alors, autre truc cool avec ce framework, c'est que tu peux utiliser ce qu'on appelle le listener middleware. Tu en as peut-être entendu parler. C'est en fait les middleware de manière globale même en fait. Et tu as un qui est vraiment intéressant, c'est le listener middleware. Alors ça fonctionne sur RTK, mais ça fonctionne aussi sur Redux. C'est ce qui va te permettre de faire du redéclenchement d'action sur ton application. Par exemple, voilà, tu as une application, tu as un utilisateur qui déclenche un achat. Donc tu vas déclencher d'abord la transaction financière, ensuite tu vas faire un déclenchement de nouvelle action, tu vas créer un utilisateur en base de données, ensuite tu vas redéclencher encore une action quand celle-ci est terminée, tu vas par exemple envoyer un email pour dire voilà bonjour, merci pour votre achat, et donc avec le listener middleware tu peux faire ça de manière assez simple. Il faut savoir qu'avant, je crois que ça existe depuis 2020, tu peux faire ça sur Redux et RTK les deux. Avant, fallait utiliser, tu connais peut-être, fallait utiliser Redux Saga avant pour faire ça. Ça permettait de faire de l'événementiel assez complexe. On s'en sert toujours pour faire de l'événementiel assez complexe, mais maintenant, en fait, avec le listener middleware de Redux, tu peux résoudre pas mal de cas. En fait, c'est assez rare que tu auras besoin de Redux Saga en fait, quoi, maintenant. Et donc c'est top. En fait, dans la doc, en fait, il y a différents middleware que tu peux utiliser, tu vois. Il y a ce listener middleware et tu en as d'autres. Tu as par exemple le serialability middleware. À quoi il sert celui-ci? En fait, c'est quand tu veux détecter des types non valides qui passeraient dans les réduceurs. Par exemple, tu as une date qui est non pas au format isostring, mais au format objet JavaScript, quoi. Du coup, ça va te permettre
de le détecter dans la console, ça va t'afficher une erreur rouge. En fait, il faut connecter ce middleware, la suite des middleware dans le store, dans le configure store là, qu'on avait vu précédemment, et ça te permet de détecter les mauvais types. Bon, problème pour celui-ci, je crois que quand tu lances des tests ensuite, ça va ralentir les tests. En fait, je l'avais testé. Si t'as pas beaucoup de tests, ça ralentit pas beaucoup, mais si t'as beaucoup de tests, peut-être que ça peut avoir un impact avec beaucoup de requêtes, je sais pas. T'as chaque fois ce truc qui check, et ça ralentit. Le listener middleware, il est ici, et il est pas très complexe à utiliser. Bon, là, il peut sembler complexe, mais en fait, c'est un cas un peu avancé, ça, en fait. Moi, je l'avais déjà utilisé. Tu peux utiliser de manière très simple. Tu checkes juste que le endpoint a été déclenché. Alors, il fonctionne dans deux cas. Soit tu checkes qu'une action a été déclenchée, soit tu checkes que le state a changé. Ça fonctionne seulement dans ces deux cas-là, pas dans d'autres cas. Pas dans le cas où, par exemple, l'URL de ton application a changé. Enfin, sauf si tu utilises, par exemple, une lib en plus qui s'appelle Connected Router, que tu connais peut-être sur React, en tout cas, qui te permet en fait d'avoir toutes les informations du routeur qui vont apparaître dans le store. Donc du coup, tu pourrais checker que l'URL a changé comme ça en fait, et donc faire du redéclenchement d'action. Mais à la base, c'est juste checker les actions et le state. Donc voilà, c'est un middleware qui est vraiment top. Et il faut savoir que tu peux, si vraiment, ça va permettre de résoudre beaucoup de cas de redéclenchement d'action. Si vraiment tu as un cas spécifique que tu n'arrives pas à résoudre avec ce listener middleware, tu peux utiliser Redux Saga, et il faut savoir que tu peux le connecter. C'est un middleware Redux Saga, tu peux connecter aussi sur Redux si tu as envie. Tu le connectes, en plus, tu peux même faire fonctionner ce listener middleware avec Redux Saga si tu as envie. Je crois que tu peux faire fonctionner les deux ensemble. Donc du coup, voilà, c'est un truc qui est vraiment intéressant dans ce framework, le listener middleware pour faire du redéclenchement d'action. Dans RTK, ils ont mis aussi en place une fonctionnalité super intéressante qui te permet d'auto-générer ton infrastructure avec ce qu'ils appellent la code génération en fait. Ça va te permettre, alors ça fonctionne qu'avec GraphQL, je te montre la doc en fait, dans la doc comment c'est foutu. Ça fonctionne avec GraphQL ou alors ça fonctionne aussi avec OpenAPI, en fait ça c'est top. Ça va te permettre en fait, c'est ce qu'ils appellent la code génération en fait. GraphQL CodeGen, c'est un framework à part entière, et en fait ils ont fait en sorte que RTK puisse fonctionner avec GraphQL CodeGen ou OpenAPI aussi. OpenAPI l'a mis en place, apparemment ils ont mis une solution pour auto-générer tous tes endpoints. C'est-à-dire qu'en fait sur GraphQL tu sais que tu as des schémas, voilà, et tu vas définir tes endpoints, tu vas renseigner ça dans un fichier de config, et ensuite tu auras juste à taper GraphQL CodeGen dans ton terminal, et tu auras tous tes endpoints qui vont être générés en 2 secondes quoi. Donc du coup, c'est top d'utiliser ça. Sur un petit projet, c'est vraiment top d'utiliser un truc comme ça va te permettre de gagner beaucoup de temps. Par contre, projet en situation réelle, par exemple, tu es en clean architecture, gros projet, il y a plein de développeurs, stack que tu maîtrises pas, voilà, tout le monde participe. On veut vouloir conserver notre infra, comme je t'avais expliqué avec le Kerry FN là. Donc du coup, on veut pas auto-générer notre infra quoi. Si un jour on change de framework, on n'est plus sur RTK, si on avait auto-généré notre infra, du coup on n'a plus d'infra quoi. Donc du coup c'est problématique. Donc ça, le code génération, ça peut être sympa sur un petit projet, voilà, petit projet de SaaS que tu cherches à développer par exemple pour gagner de l'argent. Ça fonctionne aussi sur OpenAPI, donc voilà, si tu cherches un SaaS IA, ça peut être un truc intéressant à utiliser. Faut savoir en fait, alors pour GraphQL, je sais qu'aussi je crois que tu peux renseigner directement l'URL du backend, et tu n'as même pas besoin de renseigner tous les schémas dans la config. En fait, tu mets juste l'URL du backend et ça va te générer tous les endpoints automatiquement. Tu tapes juste GraphQL CodeGen dans ton terminal et done, c'est terminé. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est super cool avec RTK. Ça ne fonctionne que sur RTK, c'est pas sur Redux. Et ça existe pour d'autres frameworks, ça existe aussi sur React Kerry. Et voilà, je tenais à en parler dans ce petit guide. Donc voilà, c'est tout pour ce guide sur RTK Kerry. J'avais envie de faire non pas un tutoriel, mais vraiment un guide. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, ça me permettra tu me le signifieras, et puis c'est bon pour l'algo. Et si tu as suivi ce guide jusqu'au bout, mais que tu n'étais pas débutant sur RTK, et que tu as vu que j'ai oublié de parler d'un truc intéressant ou cool, n'hésite pas à en parler en commentaire, ça animera la discussion. Et je t'invite aussi à aller faire un tour sur le site de ma formation Clean Architecture si tu souhaites apprendre la Clean Architecture front-end, ce qui t'apprend en fait à développer des applications de haute qualité et rapidement. Actuellement, si tu ne connais pas la Clean Architecture, tu ne dois pas développer des applications rapidement, tu dois être embourbé, tu dois créer de la complexité accidentelle, il n'y a pas cet aspect découpage, maintenabilité du code, tu ne peux pas la tester non plus. Dans cette formation, on voit tout ça, et ça se passe sur Redux, et en moment, justement, il y a un refacto sur RTK Kerry,
express, enfin refacto express des use cases, on met à l'épreuve les principes de la clean architecture. Si tu souhaites en savoir plus, le lien est en description. C'était Julien et je te dis à la prochaine. Salut.